Journal de Beaupas, 1er clavier. Dimanche 9 juin 40. Le directeur de l'Institut de vie du radium, le docteur Lacassagne, nous annonce que l'évacuation de l'hôpital Curie et des services de la FC Fondation Curie et de l'Institut de radium est décidée. Le repli s'effectuera en 3 échelons vers, premièrement Toulouse, service du prof X, deuxièmement Clairville, Dordogne. Les malades en cours de traitement seront évacués en partie sur Toulouse. La visite médicale passée le matin établit une liste de 23 malades qui devront être dirigés sur Toulouse à la fin de la semaine à venir. Dimanche 6. Dans l'après-midi, brusquement, le directeur, L, prend la décision d'une évacuation immédiate. Les malades désignés doivent partir le lendemain matin, lundi à 7 h. Le sous-directeur, Ferraud, s'occupe activement pour trouver un wagon. Plusieurs démarches auprès du ministère de la Santé réduisent à un seul personnage à ce qu'il paraît. Les malades sont prévenus de ce départ. Réactions diverses, mais dans l'ensemble du moral. Lundi 10, 5 h. Les préparatifs de départ sont poussés activement. 7 h. Embarquement des clients dans la directive des docteurs Lacassagne et Ferraud. Celui-ci accompagne les voitures jusqu'à la gare d'Austerlitz. Le docteur Larouin se joint au convoi avec sa voiture. Il partira directement par la route ce matin même. Pas le temps pour la transmission des dossiers des malades. Bilan. Malades restant dans mon service, 27. Malades du service Sarrazin, 16. Malades de radium, 11, dont 10 en traitement. Total, 54, dont 53 en traitement. En même temps, on enverra à Clairville le maximum du matériel. Literie, salle d'opération, argenterie, etc., etc., etc. On commence l'emballage qui est effectué avec une rapidité extraordinaire. Le personnel médical même qui participe, parmi lequel le docteur Grikourov se distingue par une ardeur toute spéciale. La question des wagons reste en suspens. A. Wagon pour le personnel, deuxième échelon. B. Wagon pour le matériel. Grâce aux efforts vraiment remarquables, le wagon réservé au personnel peut être garanti pour le lendemain 10 h, gare d'Austerlitz. 10 h. Mademoiselle Croissant quitte le service, sans préciser sa destinée. Peut-être téléphonera-t-elle? Lundi 10 juin, après-midi. Docteur Lacassagne vient me voir dans mon bureau pour me déclarer que le départ est devenu problématique à cause de l'impossibilité d'obtenir un wagon. Ferraud est retourné à la gare d'Austerlitz pour faire l'impossible. Cohue énorme, bagarre par la police. Lacassagne me dit que d'ailleurs, à son avis personnel, on aurait dû rester et qu'en fin de compte, on restera. Tant pis. 20 h. Le wagon est garanti. Le deuxième échelon partira demain, mardi à 10 h. Réunion du personnel pour la communication de cette décision au milieu des caisses, matelas, etc. accumulés dans le hall et les corridors du X de l'hôpital. Lundi soir, suite. J'insiste à plusieurs reprises pour une réunion afin de discuter les termes généraux de la gestion, étant donné que je resterai seule. Le docteur Fernandez et Madame Galeni, chargés du service Sarrazin, partiront avec le deuxième échelon, contrairement à ce que m'avait affirmé une heure auparavant. L'atmosphère de panique se généralise et s'accentue. La plupart du personnel partira le lendemain. L'emballage se poursuit hâtivement. Monsieur Meunier démonte d'urgence le gros appareil. Le radium est mis dans une boîte qui sera confiée à Monsieur Ferraud. Mardi 11 juin, 9 h. Monsieur Lacassagne me remet un papier confiant la transmission des pouvoirs que je fais contresigner par Ferraud. Pas d'explications, qui seront remises après le déjeuner. Je continue les irradiations des malades en cours de traitement. 9 h 30. Le docteur Grikourov me remet de la X et la liste de 3 malades de radium. Je marque une surprise devant cet accroissement inopiné et non prévu de mes malades. Alors, le docteur Grikourov, la bouche pincée, me dit « En somme, tu refuses de traiter ces malades ?» Se retourne et s'en va. 10 h. L'infirmière Cazot, qui s'était engagée à rester, m'apprend qu'elle quitte. Au revoir. Mardi, 10 h 30.
Visite de M. Autant qui est scandalisé de la conduite de la direction et le dit à M. Poix, économe de la Fondation Curie, qui vient nous annoncer d'un air défait et bouleversé que les fournisseurs ne donnent plus rien. Boulangerie fermée, pas de lait. 11 heures. Le docteur Lacassagne se fait le propagateur avec d'autres personnes que la Russie, la Turquie, la Grèce ont déclaré la guerre à l'Italie. 13 heures. Ce bruit est faux. Déjeuner à Curie, le dernier. Féroux développe un appétit féroce. Il est presque guilleret, mais ne laisse pas le regard. 3 bouteilles d'eau minérale différentes. Repas beaucoup plus copieux et plus fin qu'à l'ordinaire. Mardi après-midi. L'emballage du matériel continue. Les lits sont groupés dans la cour. Les 2 autos qui doivent emmener Lacassagne et Féroux et Poix sont ici. Elles sont chargées à foyer. Féroux a mis une casquette 1910, le fond rejeté en arrière, la visière coquettement en avant. Maintenant, il est franchement guilleret. Lacassagne aussi est très content. On voit le soulagement qui les a envahis. À 15 heures, ils vont partir. Meunier les suivra de près avec madame et son aide. Meunier a laissé en place l'appareillage du poste radium-thérapie dont les parties sont éparpillées dans le corridor de la télé-curie-thérapie. Aspect désolant. Mercredi 12 juin matin. Nous avons été pour la première fois à l'hôpital Curie, Maubazine. Il y a des malades pour les consultations et pour les irradiations. Madame Leclerc nous quitte précipitamment. Reste Mademoiselle X et Proutot. Elles ne tarderont pas à fuir aussi. L'après-midi, séance d'irradiation jusqu'à 6 heures. Réunion à l'hôpital. Fiche au personnel. Je découvre une femme camouflée. Le lendemain, une deuxième. La première part, la deuxième reste. C'est une jeune Allemande âgée de 20 ans. On la laissera en paix. Cadeau de Mademoiselle N. 19 heures. Départ Joseph Milstock de la recherche scientifique avec le docteur Thomas. Je lui remets un télégramme pour Lacassagne à Kervin. Jeudi 13 juin. On continue les irradiations. Plusieurs malades partent. Mademoiselle Proutot, en larmes, la dernière, se met en route à pied. Je suis seul. On continue la séance. 20 heures. On entend la canonnade. Les rues sont presque vides. Les magasins de la rue Claude-Bernard sont fermés. Les volets des appartements sont clos. Il ne reste que peu de concierges. L'électricité est coupée brusquement à 19h05. 23 heures. Mademoiselle N nous annonce que les Allemands sont arrivés. On descend. On entend le canon qui se rapproche. Bruit à 23h03. Les Allemands doivent entrer. 24 heures. On remonte dans notre chambre pour essayer de dormir. Demain, vendredi, 7 heures. Ils sont là. Le personnel ne quittera pas la maison. Brassard. 11 heures. Entrevue avec le recteur Rossi qui me promet tout son appui. Je resterai en rapport avec lui. La guerre est finie. Les irradiations continuent. 18 heures. Irradiation toute l'après-midi. Visite de monsieur Autant qui vient à dîner. La guerre est finie. Panne d'un condensateur d'un kénotron. 19h30. Nous descendons, Margot et moi, la rue Soufflot, sur la terrasse du Mathieu ou du Capoulage, le consommateurs en nombre réduit. Un pourcentage frappant d'asiatiques, peut-être à cause du voisinage de la rue Cujas, vu le premier X au Luxembourg à 20h15. Le dîner ce soir, X, côtelets, riz, maigre, le fromage manque. C'est à peu près tout ce qui fait défaut. Les provisions de viande sont épuisées. Demain matin, Margot ira au hall avec la voiture camion et avec Poussette. Madame Zawarski nous a procuré un chauffeur, bien entendu russe, qui pourra faire fonctionner le camion ambulance. Véritable pièce de résistance de la maison. Le concierge de Plaza a fait des difficultés au premier abord pour nous faire pénétrer dans le garage, défendre de toucher à la voiture de Folichon, etc. Probablement dernier ordre de Féroux, dernière ignominie de la direction. Nuit, vendredi, samedi. Beaucoup d'avions à basse altitude. Vers 2h du matin, forte explosion, où, à Paris, déjà hier, de nombreux avions en rase-mode sur les toits de Paris.
Impression de la première journée. Calme, réaction accueillante de la rue. Les malades français que je traite semblent plutôt agréablement étonnés. Figurez-vous, les Allemands sont très corrects. Ils parlent un français impeccable. Désir d'une paix immédiate. Autant Roussy concierge, advienne que pourra. Et l'Angleterre. Personne ou à peu près n'en parle. Mademoiselle Mouflard murmure. Alors vraiment, les Anglais nous lâchent. Quelques détails. Soldat à Cochin qui demande du matériel sanitaire. L'infirmière doit cacher sa cocarde tricolore. Les soldats demandent du café. Ils payent l'addition. Demandent s'il n'y a pas d'anglais et de juifs. Sinon, ça va. Samedi, 7 heures. Départ pour les Halles avec l'ambulance verte et pilotée par le russe. Margot est fixe avec la brouette. Ils vont chercher M. Rondeau. Brassard de la Croix-Rouge qui avait été confectionné hier en toute hâte. 8 heures. On cherche et l'on trouve des lessiveuses sous forme de poubelles. On va laver le linge sale. Mademoiselle N a une crise de rhumatisme au pied. Elle souffre et doit probablement garder le lit, la pauvre. 8h30. Réunion dans le hall Cougeux. Dans le hall Cougeux, tout le monde restera à sa place. 14h15. Réunion dans mon bureau. Mademoiselle Zab, Mademoiselle Gaulet. Monsieur Charlot nous téléphone qu'il ne viendra que s'il pleut moins. Il pleut en effet. Discussion sur l'alimentation des souris. Lundi. Monsieur ira à Pasteur pour avoir des précisions qui semblent lui manquer parfaitement. Antagonisme à peine contenu entre les dames et Monsieur Desforêts. Mademoiselle Sarvarsky tient beaucoup à faire valoir l'intérêt scientifique de son étage, apprécié par ses amis allemands, dont quelques-uns viendraient peut-être la voir. 15 heures. Mademoiselle Belchet, chef mécanicien de la faculté de médecine, mais envoyé par M. Baudouin pour dépanner la gage 3. Il s'agit bien d'une panne de transformateur. M. D ira voir au laboratoire de Loche pour trouver un transfo. Puis rue de Vaugirard, chez Guerre. Donc on peut espérer pouvoir fonctionner avec cet appareil. Un grand merci à M. Baudouin. Lettre. 17h30. Visite de M. W.X qui veut demander des renseignements sur un interne. M. Kerr X qu'on ne connaît pas. Il est la proie d'une suspicion violente de la part de ses camarades d'hôpital qui ne lui parlent pas. 18h30. Nous descendons la rue sous flot. Je vois les premiers soldats allemands qui déambulent paisiblement en se mêlant à la foule comme si de rien n'était. AX. Nous sommes accostés par deux hommes en pleine prise d'apéritif. L'un prétend nous connaître. Je ne l'ai jamais vu. L'autre est le président des anciens combattants. L'offre de l'apéro est poliment refusée. Nous rentrons. Cela fait mal de voir les occupants. Samedi 21. Mademoiselle N nous a gentiment fait monter l'appareil de TSF de Rouberger. Nous le ferons redescendre de crainte de réquisition. 16 juin, dimanche, 7h30. Margot a bien dormi grâce au gardénal. Moi aussi, sans gardénal, mais grâce à la fenêtre ouverte. Nous n'avons même pas été réveillés par le bruit des moteurs des avions qui régulièrement et rythmiquement sillonnent le ciel de Paris pour nous rappeler la présence de l'occupant. Les avions viennent isolés ou en groupe de 3, rasent les toits de Paris parfois. Ce sont des MKL, bimoteurs, bombardiers. Quelques-uns volent très lentement. 8h30. Réunion dans le hall Cougeux. On ne quitte pas. Quelques hommes rejoignent leur famille. L'après-midi, tout le monde est à son poste. 10h. Téléphone au recteur. Rien à signaler. La fondation Curie, toujours sur un risque spécial. Je serai prévenu par M. Roussy de la visite ou de toute autre nouvelle. 15h. Nous allons voir si Joffre est parti. Nous apprenons par la concierge que Madame J est partie lundi ou mardi en direction de Toulouse. Que par contre, Joffre est très probablement à la caserne de Clignancourt. En effet, mercredi, il était encore venu à la maison, à moins qu'il ne soit parti le soir même. Il doit être prisonnier à l'heure actuelle dans sa caserne. TSF. Verdun est tombé, la ligne Maginot percée, le Rhin franchi. 18h. Gorda vient me prévenir chez moi que Légac est rentré. Je le trouve dans la chambre de Mademoiselle N, dans un accoutrement spécial.
Pas très fatigué, rasé, il nous raconte une histoire qui au premier abord me paraît bizarroïde. Il a été fait prisonnier, puis ses geôliers, 3 ou 4 Allemands, ayant été blessés, il les soigne. Il est pour ainsi dire très attaché au groupe qu'il suit. On lui fait choisir rejoindre un groupement de prisonniers français ou suivre le contingent allemand qui se dirige sur Paris. Et puis ce groupe allemand seul. À mot, il se procure des vêtements de civil et avec la connivence du médecin allemand Antinadi, il rejoint Paris en bicyclette. Il a été mieux considéré par les médecins allemands que par les médecins français. Je vais demander conseil au recteur, qui est absent, et à M. Autant. Celui-ci, histoire croyante. Premier réflexe, il faut qu'il aille voir le commissaire de police de Paris. On décide de la garder comme médecin. Il faut qu'il ait des papiers, en aucun cas de camouflage. Le personnel le sait rapidement. Les Allemands sont à Lyon, dit le docteur Autant. Lundi 17 juin, 8h30, réunion dans le hall Cougeux. On peut quitter. J'irai voir M. Moussy, premièrement Lédiac, deuxièmement réfugié, troisièmement défense passive, malade réfugié à l'article. 11h30, visite au recteur pour demander conseil au sujet de M. Soie. Auto pour le recteur. Le recteur est très catégorique. M. S doit se rendre à la légation de Roumanie pour exposer son cas et demander des instructions. On n'a pas le droit de le garder à la Fondation Curie dans les circonstances actuelles. Le recteur m'envoie auprès du commissaire général, M. Darny. 12h15. Celui-ci se déclare incompétent sur cette question et il ne veut pas en avoir entendu parler. Donc taxe. 12h30. J'expose la situation à M. Lédiac, qui après quelques objections propose d'aller à la légation. Il reviendra avant 5 heures, heure à laquelle la fiche de présence de tous les occupants de l'hôpital doit être fournie. TSF, discours du maréchal Pétain qui annonce l'amorce des pourparlers. 16 heures. Le docteur S vient me voir dans mon bureau. Il n'a pu voir le consul roumain, mais il s'est entretenu avec des compatriotes. Il paraît qu'on attend un train commandé par la légation destiné à ramener les juifs roumains. Puis il me raconte son odyssée, qui diffère en quelques points importants de l'histoire qu'il m'a relatée hier soir. Ce n'est pas à Meaux, mais à Melun qu'il a quitté le convoi allemand. D'ailleurs, dans des circonstances tellement confuses que je n'ai rien compris. Il dit très franchement qu'il s'est sauvé dès le début. Puis, c'était des péripéties. Il est certain pour moi qu'il a vendu la mèche, qu'il a été retenu par les Allemands, qu'il a suivi jusqu'au-delà de Paris. Il sort de sa poche, où il était visiblement, très ostensiblement, le dernier numéro de Westfront et me montre un article sur le régiment de marche d'une documentation exceptionnelle. Il désigne d'une main tremblante le passage où il est dit que parmi les soldats de ce régiment, il y avait des travailleurs, et notamment des médecins, qui avaient vainement demandé et attendu la naturalisation qu'on leur avait refusée, mais qu'on n'avait pas refusé de les engager de force. Et voilà un soldat appelé à défendre la Somme et qui tremble de haine en prononçant le mot France. Mardi 18 juin. Aujourd'hui, 8 jours que ces messieurs, avec les dames, ont quitté la maison. On dirait des années. Non pas que leurs souvenirs s'estompent, au contraire, la lâcheté de leur conduite me paraît que d'autant plus manifeste que je lis ce matin une communication dans le matin annonçant que l'Institut Pasteur est resté à son poste et que sous la direction du docteur Ramon, il continue à fonctionner normalement. Réunion dans le hall. Mademoiselle N me demande de faire un speech approprié aux circonstances X. Quoi dire au personnel dont l'indifférence est là qui endure de savoir que la paix est là et s'éclatant. Lundi, il faut travailler et que c'est là l'unique salut. Demain, ils auront oublié. Les croix de la vie passée continuent comme de le passé. Il se dit. 15h, préfecture de police pour FC. Permis spécial. Auto Sorbonne, vu le secrétaire du recteur pour répondre. Il parlera au recteur. Commissariat de police. Essence, mairie. Calme plat et sérénité de l'adjoint au maire. Petite barre blanche. Il ne sait rien et depuis ce matin, il est empoisonné de tous les côtés. Donc, on garde l'essence. Impossible d'ailleurs de connaître la quantité exacte qui reste.
16 heures. De retour à Curie, l'électricien engagé à l'heure depuis ce matin essaye de dépanner la tension constante. Les douilles du milliampère kilotron sont brûlées. Très mauvais entretien. C'est triste. Avoir un électricien attaché à la fondation Curie et trouver le matériel en pareil état. Ça explique beaucoup de choses. Entre autres, les pannes de kénotrons, de transformateurs. On trouve énormément de matériel dans les armoires, non utilisé, du gâchis. On ne pourra plus se vendre rue Locardère 51 où M. Soyer nous attend depuis 24 heures. Il vient de partir de sa maison. On dépannera le kénotron demain matin en se rendant au Havre. 18h20. Dernière irradiation. 3 nouveaux malades, dont 2 de 18. Un au docteur Roussac. 2 malades à la consultation. Le docteur Autant ira voir Bruno Barilla pour une note à paraître annonçant la continuation des services rayon X à Curie, malgré une note parue ce matin au sujet du pasteur. Pas de nouvelles ce matin ni ce soir. TSS. Hitler est à Munich après une entrevue avec Mussolini. Pas de nouvelles françaises. On continue à se battre, les malheureux soldats. À l'hôpital, la vie a repris son cours d'une façon normale. On travaille. Margot s'occupe de la cuisine. Les infirmiers viennent la chercher pour la féliciter de la qualité de son menu. Les réfugiés à Clairville et à Toulouse n'ont certainement pas cette chance. Une faute grave à tous les points de vue, même au point de vue gastronomique, M. Perrault. Visite de 2 officiers médecins, dont l'un directeur de Fresnes. L'un est renseigné sur les subventions américaines. Dimanche 28 juillet 1940. Le docteur Rouberger rentre de Vichy. Il est très euphorique et ne pense qu'au travail. Que le drapeau à croix gammée flotte sur la tour Eiffel lui est égal. Les Français ont bien promené le leur à travers l'Europe. À leur tour maintenant de contempler le drapeau étranger chez eux. Il annonce la rentrée imminente de la Cassagne. Le docteur Sarrazin est envoyé en mission à Paris pour 24 heures. Le franc français dégringole. Monsieur Sarrazin est un peu gêné de retrouver Rouberger. Il n'est resté à Clairville que pendant quelques heures. Lundi 29/16/40, 22h30. La Cassagne et Joliot rentrent dîner. Dîner tablé d'un vin fin pris dans la cuisine. Joliot ira voir demain M. Noël, qu'il connaît bien, pour raconter l'histoire de radium et la fille. Mardi 30/7/40. Joliot voit Roussy qui conseille de dissocier les 2 questions, celle de son propre laboratoire et celle de l'Institut du radium. Mercredi 31 juillet 1940. Fureur contre Perrault qui les a quittés à Clairville. On va organiser. Création d'un comité technique composé par Mademoiselle Beau, Docteur Autant, Hervé, D et Ferraud. Samedi 3 août. Rentrée de la caravane, à l'exception de Poix, Meunier. Tout le monde a une mine splendide, insouciance et inconscience absolue. On ne dirait vraiment pas que la France vient d'être affreusement écrasée. Dimanche 4 août et jour suivant. Histoire invraisemblable. Ferraud a une clé du coffre de gloire, mais l'autre clé, où est-elle? Personne ne le sait. Monsieur Grégoire doit l'avoir. La Cassagne est dictée. Monsieur Grégoire n'a rien. Samedi 10 août. Par X. Arrivée une lettre du Haut-Katanga qui réclame les 7 grammes de radium traités. L'avedant est envoyé illico à Barbezieux avec l'ordre formel de ramener soit la clé, soit Ferraud et la clé. Dimanche 11 août. Il ne ramène que la clé. Ferraud est resté auprès de son épouse enceinte. 12 août. Ferraud viendra un de ces jours. Lettre à l'avedant. Mardi 13 août. Visite du docteur F. Malade hypothétique que je renvoie au lendemain sans l'avoir vu. Il me fait remettre un billet. Mercredi 15 août, 15 heures. Visite du docteur F. Rapport demandé. Jeudi 15 août. Rapport déposé. X. Rien. Vendredi 16 août, 16 heures. Arrivée de Ferraud. Réunion du conseil. Discussion. La qualité des 2 managers, L et F, éclate au grand jour. Lâcheté et fourberie. F
finit par signer le décret de révocation que je signe également devant lui. Samedi 17 août. La fameuse clé du coffre se retrouve dans la poche de poids. La Cassagne Julie. Mardi 20 août. Réquisition du garage pour le jeudi. Durée 3 semaines. L'école normale supérieure sera occupée par 500 soldats. La Cassagne est convoquée à Beaujon par le docteur Barre. Une voiture ouverte vient le chercher à 16h30 et le promène à travers Paris. Demain, Fiche-Probe. Épreuve faite au hasard, à Blois. Mercredi 21 août. Retour de Blois. Sentiments mélangés. Jeudi 22 août. Visite à la Cassagne du Haut-Katanga et d'un officier allemand, von, représentant du Haut-Katanga à Berlin. Il ramènera le radium en Belgique et téléphonera à Berlin pour être chargé d'une mission semblable pour la France. Là, est très content. C'est la haute finance qui prend les choses en main. Ça ira. 1er septembre. Nous rentrons chez nous à midi et le soir pour les repas. Le 2 septembre, début. Visite du docteur F à 15h accompagné d'un ancien combattant. Impression franchement défavorable. Le rapport a été envoyé à lui. 20 septembre. Réunion à 5h chez Lac en présence de Pérou qui est rentré la veille. Lac affirme sa décision de rester seul maître. Autant fait un petit speech à Pérou pour lui dire qu'il faudra faire un peu de recherche scientifique. Pérou ne dévoile pas ses batteries et explique après la séance à Holweck que c'est Lac le Grand et le vrai coupable dans la perte du radium, qui ne s'est jamais opposé à l'entrée de Holweck comme chercheur scientifique. Finalement, Pérou ne cédant pas, le conseil d'administration doit et sera convoqué par Lac. 23 septembre 1940, lundi. La Cassagne est décidée à aller jusqu'au bout, à demander éventuellement sa tête. Visite dans mon bureau à 15h. 9 octobre 1940. Mise en fonctionnement médical du tube 500 kV. On traite entre 10 et 12 malades par jour. Vendredi 17 janvier 1941, 9h30. Rendez-vous avec le professeur Baudouin qui me met au courant de la situation. Faux. Lettre de Roussy au recteur. Émotion au conseil de l'université. La situation exacte est rétablie. Samedi 18 janvier 1941. Visite de M. Lacassagne au doyen. Explication qui arrange les choses. Lundi 20 janvier. Visite de M. Lacassagne à M. Roussy, qui est souriant mais refuse de rétablir les faits par visite auprès du recteur Carcopino. M. Roussy verra M. Beau demain à l'Académie de médecine. Mardi 21 janvier. Visite de M. Lacassagne au docteur Mauroy, doyen de la faculté des sciences. Ils verront le recteur jeudi prochain. Ils lui parleront de la situation exacte, puis Lacassagne demandera une entrevue au recteur. 16 avril 1942. Panne d'appareillage du poste 3. Service Beau. 17 avril. Réunion des ingénieurs de Massiot, Meurice et de la compagnie GF. Celui-ci ramène la panne à des troubles de haute fréquence dus à des connexions défectueuses. Un rendez-vous est pris avec Massiot pour le lendemain, 18 avril, samedi. En dernier lieu, Massiot remet la visite au lundi 20 avril. 18 avril, samedi après-midi. Ferroux décommande simplement ce rendez-vous. Il viendra lui-même lundi matin. 20 avril, lundi matin, Ferroux ne vient pas. Lundi après-midi, Ferroux ne vient pas. Il a eu un entretien téléphonique avec Norlot, Massiot, qui croit à la possibilité d'une défiance du quai Neutron. Le quai Neutron suspect est remplacé. Meunier fait marcher l'ampoule pendant quelques temps. Tout semble fonctionner. Un ingénieur de Massiot, après coup, vers 16h, vient vérifier. Et dès le premier quart d'heure, une nouvelle panne s'établit. On arrête définitivement. 21 avril, mardi. Rien, 8 jours de panne. On a au moins récupéré un nouveau poste de réserve à mes risques et périls. Ferroux n'étant pas là pour le décommander. 22 avril 42. Conférence devant les chefs des centres anticancéreux.
et l'étalement dans le traitement du cancer du col utérin et du vagin. Le soir, visite du docteur Courcial m'annonçant l'avertissement du docteur Jean Rigaud a cessé d'établir le certificat, etc., au risque d'encourir les poursuites judiciaires de la part des autorités compétentes. 23 avril. Entrevue avec RB qui désire m'envoyer le docteur Jean Regnault. Je manifeste à RB mon indignation. La veille, M. Roussy m'avait dit « Sans votre présence en juin 1940, cette maison serait occupée à l'heure actuelle. » RB est parfaitement d'accord avec cette façon de voir. Je cesse de donner ma signature pour les certificats, etc. Faire le 26 mai 42. Entrevue avec Dulac à l'occasion d'une malade espagnole. 5. Entretien plutôt orageux, puis réconciliation. Début juin 42. On décide des réunions mea culpa entre thérapeutiques, un jeudi par mois. Acceptation d'emblée par tous les intéressés. 11 juin 42. Première réunion des thérapeutes. 29 juin 42. Vue Ferrou pour demander un décompte financier et moral. Refus net. Le conseil d'administration qui doit se réunir vendredi 3 juillet statuera seulement sur le compte-rendu global de 1940-1941. Ma demande ne concerne qu'une question de détail. D'ailleurs, il existe quelques irrégularités avec manque de quelques milliers de francs qui empêcheraient de donner suite à ma demande. Celle-ci ne sera recevable qu'après l'établissement exact de cette somme. Pour cela, il faut beaucoup de temps, et cette révision doit être faite par Ferraud lui-même. D'ailleurs, dit celui-ci, j'aurais dû demander un acquis de la main de la Cassagne, directeur, au moment de la remise de la somme à moi confiée pour la gestion. Quoi intervient? Cette interrogation n'est à considérer au point de vue comptabilité que comme un départ en vacances habituel, comme il se produit tous les ans. C'est inouï. D'ailleurs, prétend Ferraud, il a trouvé tant de pagaille dans la comptabilité qu'il a dû mettre plus d'1 an à faire de l'ordre, et que ce n'est même pas encore fini. Je lui rappelle, entre autres choses, la phrase de Roussy concernant l'occupation de la clinique par les Allemands. D'abord, Ferraud veut nier tous ces faits, puis il se rétracte. Je dois donc voir RB qui m'accompagnera pour que satisfaction soit donnée à ma juste demande. 36-42. Vu M. Lacassagne pour conseil, il se désintéresse complètement de la question. 10 heures. Faites ce que vous voulez, je n'en veux même pas vous donner un conseil. Je n'ai jamais si bien travaillé, dégagé de tout souci. Parole prononcée au même endroit dans la cour, devant le pavillon rose suite où il m'avait quitté le 11 juin. 11 heures. Vu M. RB qui est entièrement d'accord avec moi. Mon rapport sera présenté au conseil d'administration vendredi 3 juillet. Le président du conseil, M. Desbières, m'écrira une lettre attestant ma conduite et me remerciant au nom de la Fondation Curie. 1-7-42, 10 heures. Je prépare mon rapport de gestion. 17h15. Entrevue dans le bureau de RB, 2e étage, avec RB, Ferraud, Lacassagne. RB, Monsieur De Bierne, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, le 3 juillet, vous donnera satisfaction et vous écrira une lettre. Inutile de nous donner un rapport écrit. Néanmoins, j'insiste pour que RB accepte de mes mains mon rapport écrit à sa demande. La veille, il promet de le lire demain matin et le met dans son bureau ministre. Le lira-t-il? En tout cas, Ferraud et Lacassagne ont manœuvré au dernier moment pour escamoter un rapport écrit qui pourra rester dans les archives. À cette réunion, Lacassagne nous fait part de l'occupation des locaux de l'Institut physico-chimique par Carrel, qui a eu lieu ce matin. Délai d'évacuation 2h30. Tous les travailleurs de cet institut doivent vider les lieux. Et voilà les Français aujourd'hui, dit le docteur Hervé. Ils ne sont que 20%, dit le docteur Lac. Monsieur Carrel est lyonnais, autochtone, je vous félicite, monsieur Lacassagne, dit le docteur Baclès. On se quitte. 3 juillet 42, vendredi, dans l'après-midi, conseil d'administration. 5 juillet, lundi, RB vient me trouver dans mon service pour me déclarer. J'ai donc fait mon petit speech devant le conseil.
La Fondation vous fera écrire par son président pour vous témoigner de sa reconnaissance et pour vous remercier. Dont acte. Merci, Monsieur Hervé. 6 juillet, mardi matin. Téléphone à Philippe une deuxième fois. Une première fois, voici une bonne semaine. Monsieur Jacquemin à l'appareil en remplacement de Monsieur Bottiot. En vacances, m'affirme n'avoir pas reçu de commande officielle et que par conséquent il faudra attendre, etc. Il me prie de faire le nécessaire auprès des autorités compétentes. C'est tout.